Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel. Je suis François Huette, passionné par un tourisme guidé par le sens. Les différentes crises écologiques, spirituelles et économiques nous poussent à sortir de nos schémas traditionnels. Elles nous invitent à questionner l'impact de nos activités sur la santé de la planète et de l'humanité. Ce podcast est la rencontre avec des acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires. Ce sont des passeurs d'expérience et de savoir qui sèment des graines de réflexion et d'action pour co-construire un tourisme positif, porteur de sens, inclusif et non culpabilisant. Pour ne rien manquer à notre actualité, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à nous soutenir en mettant de belles étoiles et en partageant autour de vous. Il faut, je pense, et clairement il faut, qu'on arrête d'être des sachants. On croit tout savoir. Au fait, aujourd'hui, on veut régénérer les écosystèmes en ordonnant à la nature ce que l'on veut d'elle. Bacon l'a clairement dit, c'est un grand naturaliste, on ordonne à la nature qu'en lui obéissant. Comment on a régénéré tout un écosystème en 3 ans ? En 2 mots, à un moment, on a juste observé quelles étaient les premières actions de l'écosystème pour s'auto-régénérer et on a dupliqué son processus. Je dis toujours à mes clients, c'est une phrase d'ailleurs que j'ai déposée parce que c'est tout le sens de mon enseignement aujourd'hui, de ce que je transmets. Apprenez à faire un pas vers la nature et elle en fera 1000 pour vous. Allez, sans attendre, je vous invite à vous installer confortablement dans un lieu calme, pourquoi pas au contact de la nature, pour prendre le temps de découvrir des acteurs du tourisme positif. Bonne écoute. Quand on le dit comme ça, c'est facile. Mais quand on y est et qu'on doit le vivre, c'est autre chose. Et surtout, quand ta mission, c'est d'aller prouver que les gens qui gagnent moins d'$1 par jour sont des gens pauvres. Oui, mais ça pose une autre question, c'est qu'est-ce qu'on met derrière la définition de la pauvreté ? Absolument. Parce que c'est pas, nous on le met ça sous le symbole de l'argent. Absolument. Mais la pauvreté, il y a peut-être une pauvreté humaine qui est intellectuelle ou quoi que ce soit. C'est pas parce que tu as de l'argent. Moi, à un moment dans ma vie, j'ai gagné très bien ma vie, mais c'est pas pour ça que j'étais plus heureux. Au contraire, j'ai l'impression même qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus heureux dans ma vie aujourd'hui avec beaucoup moins d'argent que je l'étais auparavant. En tout cas, moi, ça a clairement remis la question de c'est quoi la richesse ? Et j'ai rencontré ces personnes, tous ces peuples, une richesse que l'on n'avait pas. Et quand j'ai présenté la conclusion, d'ailleurs, de mon premier rapport, j'ai été virée du projet parce que je n'avais pas répondu à la question. T'étais pas dans les cases ? Non. T'as pas donné la réponse qu'ils attendaient ? Non, parce que ma conclusion, ça a été de dire, je me souviendrai toujours de cette réunion, il y avait l'OMT, les Nations Unies, etc. Et je leur ai dit, non, je pense qu'on a tout faux. Ces peuples ont quelque chose à nous apprendre. On a besoin de leur sagesse, on a besoin d'un ralentir, on a besoin de créer un autre lien avec la nature si on veut en tout cas continuer à vivre. Sinon, je peux vous garantir, et là aujourd'hui, c'est aussi la scientifique qui vous le dit, c'est juste mathématique, nous allons épuiser notre planète et nous allons au casse-pipe. Et donc là, on m'a regardé, ils étaient stupéfaits, on m'a posé aucune question. Je me disais, tiens, c'est bizarre. On a fini la réunion, le responsable dit, donnez-moi le rapport, vous êtes viré. Vous n'avez pas répondu à la question. Et est-ce que c'est justement un des problèmes, cette remise en question, c'est-à-dire on ne va pas pouvoir changer en faisant comme avant et en continuant à faire comme avant. On est bien d'accord. Donc il va falloir réimaginer de nouveaux fondamentaux, de nouvelles croyances, etc. Donc ça veut dire, comme tu disais tout à l'heure, pas seulement une question d'apprentissage, mais une question de lâcher prise sur nos croyances actuelles. Oui. Et je crois que c'est là aujourd'hui le véritable défi, non ? Complètement. Mais la suite de l'histoire, c'est que j'ai écrit mon premier ouvrage un peu sur les peuples nomades. D'ailleurs, je suis en train de me dire, je vais peut-être le réécrire, je vais peut-être le rééditer. Finalement, parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de transmettre ça différemment. Et il y a toujours un sage quelque part.
Et à l'époque, c'était le responsable du Head Tourisme de l'OMT qui a écouté et qui, lui, est venu me voir et qui m'a dit « J'aurais besoin de vos services dans quelques temps ». Et donc, 2 mois après, M. Younis m'a appelé en me disant « Je voudrais élaborer les lignes directrices du tourisme durable pour les déserts du monde. Et c'est avec vous qu'on veut le faire. » Quand t'as 25 ans, tu vois même pas encore, tu te dis, oula, ok, donc allons-y. Donc ce rapport t'a ouvert des portes. Et finalement, en élaborant ce rapport avec toute l'expérience que j'avais, des rencontres, des voyages que j'avais faits, eh bien, j'ai amené une autre vision. Et j'ai amené cette vision régénérative des écosystèmes. Mais ce rapport, est-ce que c'était un rapport intellectuel ou c'était aussi un rapport intellectuel, mais avec la notion cœur et corps, comme tu disais tout à l'heure? Alors, c'était à la fois, bien sûr, intellectuel, parce qu'il fallait les sortir, ces lignes directrices, mais aussi, c'était un rapport basé sur cette notion du voyage. D'accord? Et du ressenti aussi. Et du ressenti. Et cette vision de la rencontre avec le désert. Donc, et avec toute l'expérience de lâcher prise que j'ai eue. Souvent, j'avais un guide, parce qu'à l'époque, j'étais très, très pressée, il fallait que je tienne l'heure. Et il me disait, mais lâche, lâche. Et en effet, les nomades disent, vous les Occidentaux, vous avez l'heure, mais nous avons le temps. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'heures. Mais c'est une sacrée histoire, mon histoire avec la montre. Comme quoi, pour dire, on a aussi beaucoup de résistance. On ne lâche pas comme ça facilement. Et pendant 3 ans, je m'achetais des super montres Swatch pour être sûre que... Bienvenue au club. Voilà. Et il se passait qu'à chaque fois que je partais en mission, ma montre, au bout de 2 mois, elle lâchait. Donc je retournais, je rachetais. Et au bout de ma 7e montre Swatch, je vais voir le gars, j'amène toutes mes montres, je suis très en colère. Et je lui dis, écoutez, vous allez me rembourser les montres, c'est pas normal. Et je suis tombée sur un vieux monsieur, un vrai horloger, comme on n'en a plus aujourd'hui, et qui m'a dit, écoutez, madame, vous êtes un cas. Nos montres sont extraordinaires. Je vais vérifier les montres. Et au fait, il a ouvert et au fait, je cramais le magnétisme de la montre. Ma mère est pareil. Et il m'a dit, quand je suis revenue, il m'a dit, le problème, c'est pas nos montres, c'est vous. Vous n'avez plus besoin de montres, n'achetez aucune montre, vous les cramerez toutes. Et là, je me suis dit, suis-je enfin devenu le maître du temps? Eh bien oui. Aujourd'hui, moi, je vis au rythme de la nature. Et voilà, tu vois, tout à l'heure, tu m'as appelé, tu m'as dit, j'aurai une demi-heure de retard. Non, en fait, tu as pris le temps dont tu avais besoin pour arriver au bon moment, où moi aussi, j'étais disponible totalement. J'avais quelques trucs à faire, du coup, je me suis... Et au fait, ton cerveau et le mien, j'ai envie de dire, voilà, on a viré tout le cache pour être totalement présent à cet instant. Et c'est ça le plus important. Et cette présence. Cette phrase que tu as dit des peuples nomades, vous avez l'heure et nous avons le temps, me touche beaucoup dans le sens où c'est seulement depuis quelques temps que je remets une montre. Et c'est une montre qui se recharge. Et souvent, j'oublie de la recharger parce que je ne regarde pas la pendule. Et je me pose la question, qu'est-ce que j'ai au poignet? Est-ce que j'ai une montre ou un bijou, entre guillemets? Tu vois? Ou quelque chose qui me rassure au niveau poignet ou quoi que ce soit. Parce que pendant toute cette période de Covid, justement, j'ai arrêté de porter des montres. Et ça me faisait du bien parce que ça me donnait cette perception que je ne courais plus après le temps. Je reprenais possession de mon temps. Et je trouve que ça, c'est très, très, très important, ouais. Et c'est vrai qu'on court beaucoup trop après la pendule. Je crois qu'on court après tout. Et à force de courir, cette humanité, quelque part, s'est perdue. Et je dirais que cette crise, c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée parce qu'elle nous oblige aujourd'hui à revenir à l'essentiel. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai appris à travers toute cette expérience. J'ai appris à vivre avec l'essentiel. Voilà. Je donne un exemple, j'ai jamais eu besoin d'acquérir un bien ou quoi que ce soit parce que je me sens partout chez moi à l'échelle de la planète et partout où je vais, un chemin se fait. Alors oui, tu me diras qu'aujourd'hui, il y a des jours où j'ai l'impression de vivre à contre-courant et je me dis, mais où est ma place ?
Mais ça, c'est vraiment aussi toute l'expérience qu'aujourd'hui j'arrive à transmettre dans les projets et les programmes que je structure. Ces lignes directrices ont donné lieu à un événement où on a regroupé tous les pays voilà, où il y avait des déserts. Et c'est comme ça qu'on a lancé le programme aussi Oasis. Et le Maroc a souhaité implémenter ces lignes directrices. Et donc, on a lancé ce programme régénératif sur 2500 km de territoire. Et où j'ai été vraiment la responsable sur tout l'aspect justement écotourisme. Et c'est pour la première fois où on a utilisé l'écotourisme non pas pour développer des séjours, mais pour développer des filières agroéconomiques et régénératives. Et comment se lancer dans une aventure qui n'avait jamais été faite auparavant. Je me souviendrai toujours, je me suis dit, punaise, mais comment on n'a pas la certitude? On ne sait pas, enfin, c'est nouveau. Mais l'enjeu était énorme. Il y avait une désertification réelle qui faisait que 2 millions de personnes étaient en danger d'exode parce qu'il n'y avait plus d'économie dans les oasis et qu'il fallait régénérer tout ça. Et donc, et en plus, cette part-là des oasis fait partie des dernières barrières, justement, notamment par rapport à chez nous, à la zone nord de la Méditerranée, eh bien, de lutte contre la désertification. Et d'ailleurs, je me souviens, mon premier article, ça a été d'expliquer que les déserts n'étaient pas déserts et que c'est l'homme qui crée la désertification. Encore une fois, mais j'ai envie de dire, nous sommes les pays en voie de désertification aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ouais. D'accord ? J'aurais jamais imaginé, 15 ans après, de voir ici ce que j'avais vu il y a 15 ans dans tous ces pays où j'allais pour lutter contre la désertification. Et du coup, amener ce principe de régénération a consisté d'abord à travailler encore une fois avec les Oasiens pour les réancrer à leur histoire et à leur culture et aux liens forts qui sont avec l'oasis. J'adore les oasis parce que je trouve que c'est l'écosystème à la fois le plus résilient, mais à la fois le plus proche de qui on est. C'est le seul écosystème qui a besoin de l'homme pour survivre et pour vivre, parce que l'oasis n'est pas une forêt. Le palmier n'est pas un arbre, c'est une plante. Et donc, comme toutes les plantes, si on ne la cultive pas, elle dégénère. Et donc, pour recréer des oasis, il a fallu aller chercher des oasiens et retravailler ensemble. Bref, comme si que l'univers me disait, tu vois tout ce que tu as expérimenté, là maintenant tu vas le mettre en pratique. Oui, parce que là ça m'interpelle. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, de recréer des écosystèmes, etc., c'est pas de recréer des oasis dans nos régions ? Oui. Et peut-être de l'adapter par rapport à la région, au territoire, à la spécificité du lieu, des habitants, des citoyens, des activités, etc. Mais est-ce que peut-être, justement, c'est pas une piste d'exploration pour transformer le tourisme, c'est d'avoir cette approche oasis? Pas la boisson, hein. Je m'appelle pas Carlos, moi. Oui, bien d'accord. Mais je suis d'accord avec toi, François, c'est l'expérience. Mais elle n'est pas simple chez nous. Parce que pour recréer cette expérience oasis, il faut, je pense, et clairement il faut, qu'on arrête d'être des sachants. On croit tout savoir. Au fait, aujourd'hui, on veut régénérer les écosystèmes en ordonnant à la nature ce que l'on veut d'elle. Bacon l'a clairement dit, c'est un grand naturaliste, on ordonne à la nature qu'en lui obéissant. Comment on a régénéré tout un écosystème en 3 ans ? En 2 mots, à un moment, on a juste observé quelles étaient les premières actions de l'écosystème pour s'auto-régénérer et on a dupliqué son processus. Je dis toujours à mes clients, c'est une phrase d'ailleurs que j'ai déposée parce que c'est tout le sens de mon enseignement aujourd'hui, de ce que je transmets. Apprenez à faire un pas vers la nature et elle en fera 1000 pour vous. Nom d'un chien. On veut apprendre à la vieille dame son métier. Laissons-la faire ce qu'elle sait faire. Et faisons ce que nous savons faire, c'est-à-dire nous mettre au service de ces principes de régénération et juste d'être celui qui gratte la terre ou celui qui va nettoyer. Déjà, nettoyons nos poubelles. Franchement, il y en a... Ah oui, c'est incroyable. Rien que ça, on a du boulot. Au lieu de vouloir recréer des écosystèmes,
elle sait le faire beaucoup mieux que nous. Et c'est vraiment comme ça qu'on a travaillé. Et on a travaillé en partant de ce lien intrinsèque. Et donc, on a travaillé, et c'est pour ça qu'on a travaillé sur tous les patrimoines oraux, sur le patrimoine invisible. On a vraiment, voilà, je suis allée vraiment aller chercher cette originalité qu'ont les peuples qui ont tout ce patrimoine oral de notre humanité, qui est connu au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est ce qui a fait qu'on a réussi. Et d'ailleurs, on a créé un produit, on n'a pas créé 1000, qu'on a dupliqué, comme fait la nature. Et ce produit, on l'a appelé la route du Majhoul. Et je me souviendrai toujours... Tu l'as appelé comment ? La route du Majhoul. Je me souviendrai toujours du moment où j'ai posé ça et où je devais justement présenter le projet, et notamment aux bailleurs de fonds. La route du Majhoul, le Majhoul, d'abord, c'est cette date qu'exporte, cette grosse date bien charmante qu'exporte le... D'accord ? Donc, c'est l'aspect économique du projet. C'était ça. Le Majhoul, en arabe, veut dire l'inconnu. Et pour moi, c'était évident. On allait entreprendre un projet où on allait vers de l'inconnu. On ne sait pas vers où on va, exactement comme ce qu'on vit maintenant. Et quand on a fait le montage, quand j'ai fait le montage financier du projet, je me suis dit, ok, ça c'est les actions, mais on ne sait pas à quelle hauteur le résultat va être là. Et donc pour la première fois, je n'ai pas proposé de financer un plan d'action, mais de financer un risque potentiel d'évolution. Moi, ça a dû déstabiliser un peu l'audience. Ça a déstabilisé, ça les a tellement interpellés, ça les a tellement scotchés, mais l'aventure était tellement belle. Et quand je suis habitée par ce que je porte, je pense que j'ai une capacité à convaincre mon audience. Je ne dirais pas à convaincre, mais à transmettre ma passion. À inspirer. Voilà, qui a fait que ils ont dit, ok, on va financer le risque. Parce que pour une fois, on sait ce qu'on finance. Et on va faire de ce risque des possibles d'apprentissage. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Et l'aventure a été juste extraordinaire. Donc c'est de l'exploration financée. Absolument. Et aujourd'hui, on a besoin d'explorer justement le champ des possibles. Ben oui. Et surtout ne pas rester assis sur nos acquis et répéter ce qu'on a appris, mais d'aller plus loin, d'aller à la recherche, à la découverte, à être prêt. J'ai bien aimé, comment tu dis le mot date en arabe ? Majhoul. L'inconnu. La route de l'inconnu. La route de l'inconnu, je trouve que c'est génial, quoi. Absolument. C'est ce qu'on a besoin de faire. Mais aujourd'hui, dans notre société, allez, tiens, on va s'amuser un petit peu. Dès que tu veux proposer une formation, etc., on te dit c'est quoi la promesse, c'est quoi le résultat, c'est quoi la garantie, augmente la garantie, alors que, observons ce qui se passe. Moi, j'aime Il n'y a aucune garantie. beaucoup baser mon travail sur l'observation. Moi, je suis une naturaliste et une exploratrice. J'aime explorer. Et je pense que c'est ça la vie. Observons ce qui se passe. Est-ce qu'on a la garantie de quoi que ce soit ? Est-ce qu'on savait ce qui allait se passer ? Est-ce qu'on imaginait 2020, 2021, 2022 ? Non. Et on continue à avoir et à vouloir des garanties et à surenchérir financièrement. Donc, en 2 mots, moi, ce que je vois, c'est qu'à la fois, il y a une part de nous qui dit on veut bien y aller, mais il y a une autre part de nous, et c'est encore une part qui est importante, non, on veut continuer à avoir des garanties. Donc, ça me dit on va épuiser la vieille dame jusqu'à ce qu'à un moment, elle nous donne un sacré coup de pied, qu'elle dise maintenant, the game is over. Et c'est en partie vers ça que nous allons si on continue d'aller vers ça. Parce que, ce sera la seule garantie que nous aurons d'ailleurs. D'ailleurs, c'est d'aller vers la gamelle. Absolument. Hein ? Celle-là, elle est sûre. Mur, hein ? Celle-là, elle est certaine. Et donc, je me pose aujourd'hui la question, et particulièrement ce début d'année, parce qu'en septembre de l'année 2022, j'ai eu besoin de faire un grand break et de tout arrêter dans mes activités, parce que je me disais, mais où est-ce qu'on va finalement ? C'est quoi la suite ? On va continuer à surenchérir jusqu'à quand ? À quel moment on va, quelque part, accueillir la sagesse de tous ces peuples qu'on a détruits, finalement, aussi ? Bien sûr, bien sûr. Et aujourd'hui, ils peuvent faire ressources à partir du moment, non seulement
qu'on puise dans leurs connaissances, etc. Mais surtout qu'on ne les détruise pas culturellement, humainement, leur lieu de vie, leur territoire, etc. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse un pas énorme, nous, de sagesse Et d'humilité. Et de respect vis-à-vis de ces peuples. Absolument. Qui deviennent aujourd'hui, à mon avis, le dernier grand espoir. S'ils partent, la quantité de connaissances, et tu parlais il y a de connaissances physiques, comment dire, qu'on voit, mais de connaissances aussi spirituelles, et au-delà, etc. Si on perd ça, on perd tout. Complètement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est important que l'on travaille avec tous ces peuples racines. Et c'est important que l'on revienne à cette sagesse. Je pense que le proverbe « science sans conscience n'est que ruine de l'âme », on l'a épuisé jusqu'au bout, là. Mmh. Et qu'il va falloir prendre conscience, justement, qu'il est important d'arrêter. Alors oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se réveillent et qui veulent retourner. Voilà, moi, je travaille. Mes clients, c'est des gens qui ont envie de revenir vers cette sagesse, vers cette conscience, et qui font un travail énorme sur eux. Mais enfin, voilà, ils ne sont pas très nombreux. Enfin, je veux dire, je pense que le chantier, il est juste énorme, il est immense. Et quand j'ai levé le pied en septembre et que je me suis mise à écrire, et que j'ai choisi d'écrire des romans initiatiques, c'est-à-dire de raconter cette histoire, parce que beaucoup de mes clients me disent « Mais Sabrina, on ne te connaît pas, au fait. » Oui, je suis un peu comme ces peuples, c'est-à-dire que je vis dans ma caverne, que voilà, mon écosystème... Elle est pas mal, la caverne. Hein. Bah, elle est pas mal, ma caverne, on est bien d'accord. Je vais être obligée de mettre les lunettes de soleil, mais... Mais globalement, je me sens investie de quelque chose de nouveau. Autant il y a 25 ans, je voulais me battre pour la planète, je voulais sauver tous ces peuples, je voulais... Autant, là, ce qui m'a habité à travers tout ce travail que j'ai fait depuis septembre, j'ai pris conscience que j'étais un pont, finalement. Entre deux cultures, entre l'Occident et l'Orient, entre la scientifique et toutes ces sagesses autochtones, entre une connaissance très pragmatique des écosystèmes, mais aussi de la médecine des plantes, entre tous ces aspects-là. Et je me dis, je crois qu'aujourd'hui, je vais oser le positionner, le présenter et le partager à travers l'écosystème que je mets en place, au-delà des programmes sur lesquels je vais travailler à partir de fin janvier, sur les écosystèmes à nouveau régénératifs des forêts, sur l'économie bleue. Là, je démarre un très beau projet avec la Banque mondiale sur l'économie bleue, un autre avec l'Union européenne sur la forêt régénérative. C'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs et les entreprises qui ont envie et qui ont l'énergie d'oser de s'ouvrir à cette dimension régénérative de qui l'on est. Moi, je suis convaincue que les projets qui régénéreront la planète, ce sont les projets que l'on construira de ce que j'appelle notre espace de guérison. C'est-à-dire cet espace où on n'est plus déjà en conflit avec nous-mêmes et avec le monde extérieur et avec tout ce qui nous tiraille, et où on va accepter de faire un pas vers la nature et d'accepter de se dire que cette Pachamama, c'est pas juste un écosystème, c'est une conscience qui interagit avec nous. Si chaque élément de la planète Terre était à l'image de tous ces peuples, c'est-à-dire les Chinois, les Mongols, chacun parle une langue différente. Et c'est pareil. Les arbres parlent une langue, les animaux parlent une langue, les mers et les océans parlent une langue. Et si on apprenait ce langage Sauf que ce langage, il n'est pas comme ce qu'on est en train de se dire maintenant. Ce langage, il est vibratoire, il est énergétique. Et pour moi, nos émotions sont la porte par laquelle la nature s'engouffre pour nous amener à prendre conscience de ce qu'elle veut nous transmettre. La nature, la terre pour moi,
et quelque chose de sensuel, de quelque chose d'émotionnel. C'est quelque chose que l'on vit avec son corps. C'est quelque chose que... voilà, c'est quelque chose qui nous pénètre. Elle interagit avec nous autrement, juste qu'à travers notre tête, notre mental et notre ego, finalement. Ce qui est le véritable problème aujourd'hui, c'est qu'on est beaucoup trop dans la tête, pas assez dans le cœur, et pas assez dans le corps, et pas assez dans le ressenti intérieur de notre corps. Alors pourtant, on est bien centré sur notre nombril, entre guillemets, on se regarde bien le nombril, mais on ne se regarde pas à l'intérieur de ce qu'on ressent, de ce que ça chahute, de ce que ça remet en question, etc. Parce qu'aussi, on n'a pas reçu peut-être les moyens, les outils, les enseignements. Alors, on ne nous l'apprend pas à l'école. On ne nous l'apprend pas. Et on ne nous l'apprend pas nulle part, d'ailleurs. L'écologie de soi, c'est... Voilà. On n'en parle pas. Et puis, ça oblige à une grande confiance en soi. Donc, ça oblige à sortir des sentiers battus. Enfin, il faut beaucoup de courage aussi pour aller vers ce chemin aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut 3 fois plus de courage à ceux qui iront dans ce chemin, parce qu'on traverse quand même une crise économique, une crise énergétique, une crise financière, qui pour beaucoup, c'est leur socle finalement. Mais au-delà de ça, pour moi, pourquoi on est arrivé à cette crise ? Parce que notre crise est avant tout une crise humaine, une crise de sens, je dirais une crise énergétique, une crise émotionnelle. On n'est plus connecté à notre être. On est dans l'avoir et on doit être plus dans l'être. Voilà. J'ai une dernière question pour toi. Tu as parlé de l'écologie systémique. Oui. Tu peux nous en parler un peu plus ? Ça fonctionne comment ? Ça avait l'air tellement naturel pour toi et ça m'intriguait. Et je me suis dit, tiens, il faut que je lui pose la question. L'écologie systémique, c'est vraiment l'écologie qui est... Systémique ou systémique ? Systémique. D'accord ? Donc, si je devais résumer, ce qui résume le mieux, c'est le monde fractal. Tout ce qui est dans l'infiniment petit est dans l'infiniment grand. Quand tu prends le chou romanesco, par exemple, est un chou... Le quoi ? Le chou romanesco, tu sais, ce petit chou, c'est vraiment celui qui... montre ce monde fractal de la plus belle manière qui soit. Et tout ce que tu vas retrouver dans la toute petite pointe du chou, tu le retrouves dans la totalité. C'est exactement pareil. Quand tu apprends comment fonctionne l'ensemble des écosystèmes, c'est ce qui m'a permis de travailler aussi bien sur les écosystèmes marins que les écosystèmes terrestres, parce que les principes sont les mêmes. Okay. Le monde, la façon de fonctionner des écosystèmes est la même. Ce qui va changer, c'est juste la forme. Et ce que l'on va retrouver dans l'infiniment grand, on le retrouve dans l'infiniment petit. Et cet infiniment petit, c'est ta cellule, c'est ma cellule, c'est ton ADN, c'est mon ARN. D'accord. Et tout ça, eh bien, c'est interconnecté. Alors, comment on peut traduire ce système, cette écologie systémique, dans le tourisme? Comment on va pouvoir la traduire ? Ça, c'est une très bonne question, d'autant qu'aujourd'hui, l'industrie du tourisme, parce que c'est quand même une industrie, voilà, c'est une industrie, et en 2020, même si on a parlé de beaucoup d'éco-responsabilité, 2020 a été une grande année très consommatrice de tout, n'est-ce pas ? Pour moi, déjà, peut-être que ça pourrait commencer par un tourisme qui serait plus en quête de soi, où on accepterait pendant nos vacances, au-delà d'aller changer d'air, c'est vraiment de changer notre vision de nous-mêmes. Au lieu de s'évader pour tout simplement se vider la tête, c'est de se dire et si pendant mon voyage, j'expérimentais tout simplement un autre mode de vie qui pourrait devenir le mien. Moi, je dis toujours l'écotouriste, parce qu'on a travaillé avec ces gens dans plein de pays. J'ai travaillé avec eux à Oman, en Mongolie, dans les oasis, etc. En France, je ne sais pas encore si j'en ai vraiment rencontré. Pour moi, c'est un touriste qui rêve d'une vie qu'il n'arrive pas à vivre pendant son quotidien. Et ce qu'il veut, c'est l'expérimenter pendant son voyage. Mais là, il y a un véritable paradoxe. On est bien d'accord.
C'est-à-dire que moi, le tourisme que je vois dans ma région du Var, dans notre région du Var, hein, c'est-à-dire qu'en été, on voit des gens qui viennent ici et qui se tapent les embouteillages, la foule, etc., comme il y a dans le quotidien. Absolument. Et donc là, il y a un paradoxe qui fait plus sens. Qui est énorme. Et c'est pour ça que je pense que c'est bien déjà si on a un tourisme éco-responsable au niveau du packaging, au niveau des gestes. Mais après, je pense que voilà, il faut évoluer. Le problème, c'est qu'il y a 15 ans, on avait 15 ans, on les a, ça y est, on les a mangés les 15 ans. Aujourd'hui, on n'a plus 15 ans devant nous pour se dire on va y arriver. Le dernier rapport du GIEC est assez clair là-dessus. Au mieux, on a 5 ans pour établir la situation. Et si, dans cette éco-responsabilité, l'idée est juste de changer de packaging, c'est-à-dire de ne pas changer le sens profond des choses, il nous faudra quand même 3 planètes, éco-responsables ou pas. Parce que, éco-responsable ou pas, il faut faire du carton, voilà. Et même si on recycle, on a encore tellement à faire sur le recyclage que c'est compliqué. Donc, moi, aujourd'hui, je me dis, changer, aller vers la transformation, ça demande du temps. Parce que passer par cette étape de déconstruction, désapprentissage, etc., réinitialisation, il faut un cycle. Et le cycle, pour certains, il est d'1 an, pour d'autres, il est de 10 ans. Donc, ça va prendre du temps. Donc déjà, pour moi, c'est investir plus dans l'humain que dans l'infrastructure, déjà. Voilà. Mais tu veux dire quoi dans l'humain? Parce que c'est à la mode, ça aussi. Je veux dire, remettre l'humain au cœur de l'entreprise, etc. Mais ça veut dire quoi pour toi concrètement? Parce que pour moi, remettre de l'humain, c'est permettre aux salariés d'une entreprise, quel qu'il soit leur niveau hiérarchique, c'est vraiment une amélioration dans les relations entre les autres. C'est aussi un épanouissement dans son travail, c'est la possibilité de contribuer et de participer à des décisions, à des actions, à des améliorations, etc. Et que c'est de sortir du système traditionnel, pyramidal. Absolument. D'ailleurs, je voulais dire... La bonne gouvernance. Voilà, une gouvernance beaucoup plus transversale. Tout à fait. Où chacun vient avec son capital expérientiel. Et joue un rôle. Et il joue un rôle. Ouais. Comme dans l'écosystème. De la microplante dans le sol jusqu'à la canopée, chaque partie de l'écosystème joue un rôle. Dès qu'il y en a un qui arrête, ça déstabilise tout l'écosystème. Pour moi, c'est ça, au fait, de remettre de l'humain. C'est pas juste... Oui, c'est bien, on va augmenter les salaires, mais après, si on ne travaille pas sur le fond du problème, on y revient tous les ans. Donc, on voit bien que c'est pas là qu'il faut agir. Il faut agir à un autre niveau. Et l'autre aspect, pour moi, aujourd'hui, sur lequel il faut agir, c'est nos déchets. De quelle manière? Nous ne savons pas régénérer. Clairement, on a encore tout à prendre. Mais nous sommes une humanité qui a créé un 7e continent de déchets. Et donc, je me dis aujourd'hui, et si notre prochaine économie était dans la transformation et de la valorisation de nos déchets? Moi, je suis sûre que l'on peut récupérer là des millions qui, nous soulagerait la planète et nous apprendrait justement à partir de nos déchets, puisque c'est beaucoup plus simple pour nous, on sait le faire, apprendre à réhabiliter, à changer de vie, etc., etc. Sauf qu'aujourd'hui, le problème de nos déchets, c'est que si on reconditionne 20% de nos déchets, c'est déjà bien. Beaucoup de nos déchets finissent en Afrique, finissent en Indonésie, finissent en Inde. Et ces déchets-là, aujourd'hui, quelque part, sont en train de polluer l'ensemble de la planète. Tu sais, tout le monde parle de ce 7e continent, mais pareil, c'est comme d'habitude, on ne va pas assez en profondeur. Moi, je me souviens avoir vu des reportages et lu des documents là-dessus. Le 7e continent, c'est juste le haut du iceberg. C'est-à-dire qu'il y a eu des analyses qui ont été faites sur, la chaîne alimentaire et voir que... comment ça s'appelle ce que mangent les baleines? Le krill. Le krill. Dans le krill, on a retrouvé des particules de nanoplastique. Oui. Ce qui veut dire que si c'est au départ de la chaîne alimentaire, ça veut dire que c'est dans notre système aujourd'hui humain, dans notre corps, etc. Et aujourd'hui, ce qu'on n'arrive pas à mesurer, c'est l'impact que ça a sur notre santé
Et ça pourrait même aller à transformer une partie de notre ADN. Absolument. Donc, c'est vrai, on revient à la notion de profondeur, c'est que les gens focalisent sur le 7e continent, mais quand on descend, tout est contaminé. Oui. Et donc, c'est comment changer ça. Et ça, ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait partie de la route de l'inconnu. Je crois que ça fait partie de l'inconnu vers lequel on tend. Certains commencent à s'y atteler, mais la tâche, elle est juste énorme. Et on commence à prendre conscience que la tâche, elle est vraiment énorme. Mais voilà, après, il y a aussi, moi, ce que je vois aujourd'hui, il y a plein de peurs qui ressurgissent parce que la remise en question, elle est tellement profonde que c'est pas évident, que ça peut emmener à tous les systèmes à s'effondrer. Et là, voilà, derrière, c'est plein d'économies qui s'effondrent et c'est comment on retrousse les manches, comment on revient à ce qui est essentiel, comment... Alors peut-être que justement, c'est le moment de le faire, mais de le faire avec sagesse, de le faire avec discernement, d'accélérer là où il est possible d'accélérer. Mais ce que j'ai appris, en tout cas de mon travail dans les déserts et dans les oasis, et pour moi aujourd'hui, les choses pourraient redémarrer par là, c'est-à-dire, pour moi, c'est construire un nouveau lien avec la nature. Un lien, non pas de subordination, mais un lien d'humilité et un lien où on accepte à être au service d'eux. Parce que la nature, moi, elle me l'a démontré et je l'ai expérimenté. La vallée du Ziz a été classée en 2021 parmi les plus belles destinations au monde. C'était juste inimaginable. Mais j'ai fait la même expérience en Catalogne, à la Garrotxa, où on a transformé toute une économie industrielle en une économie régénérative. Et la Garrotxa est aujourd'hui, ils ont eu tellement de prix, destination d'excellence, destination résiliente, etc. etc. Pour moi, ça passe par travailler avec la nature et la laisser faire ce qu'elle sait faire. Et nous occuper de ce que nous faisons pour l'empêcher de faire. En 2020, la nature nous a donné une leçon magistrale. Mais apparemment, on ne l'a pas entendue, ou on ne l'a pas comprise, ou on a oublié. Ou on a déjà oublié. On lui a donné une année de répit. Les écosystèmes se sont régénérés. La couche d'ozone a commencé à se réparer. L'air a commencé à être beaucoup plus pur. La visibilité de l'eau dans certains endroits. Exactement. Les niveaux de pollution ont diminué. Les animaux se sont réappropriés les écosystèmes. Je vis dans le parc national de Porquerolles. Ça faisait des années qu'on n'avait pas revu les sternes nidifiés, juste sur l'Almanar. On a vu les sternes nidifiés. C'était juste magnifique. J'allais juste pour voir l'envol. Cette année, je ne les ai pas revus. Donc, voilà, elle nous a fait comprendre, elle nous a dit en 2 mots, laissez-moi faire mon travail. Et je vous garantis que tout ira bien entre nous. Mais on ne l'entend pas. Alors c'est bien aujourd'hui, on parle des solutions fondées sur la nature. Mais bon sang de bonsoir. Mais c'est elle qui les a, les solutions fondées sur la nature. Donc au fait, déjà si on dupliquait ça, on gagnerait des années. Nous, c'est ce qu'on a fait dans les oasis. On a dupliqué, c'est ce qu'on a fait ailleurs. On a juste dupliqué ça, d'intelligence. C'est un gain de temps, c'est un gain d'énergie, c'est un gain d'argent, c'est un gain de tout. Et alors, le tourisme là-dedans, et particulièrement l'écotourisme, et moi aujourd'hui, je parle d'éco-entrepreneuriat 5.0 et d'écotourisme 5.0. Pourquoi ? C'est quoi le 5.0 ? Eh bien, pour moi, je travaille beaucoup avec les 4 éléments. L'air, le vent, la terre, l'eau. Et c'est vraiment aujourd'hui, ces éléments, ils sont en moi, ils m'habitent. Et le 5.0, c'est le 5e élément, c'est nous. Et nous ne sommes pas qu'un petit élément, nous sommes aussi un élément majeur de l'écosystème, de la nature et de notre relation à la Pachamama. Le 0, j'aime beaucoup le 0 parce que le 0, dans les tarots, c'est le sans nom, c'est l'inconnu. Donc, on retrouve dans tous ces enseignements, que ce soit spirituel ou dans les déserts, pour moi, il y a une unité et je retrouve tout ça. Et finalement, je crois qu'aujourd'hui, c'est aussi ça. On a besoin à nouveau de faire confiance à quelque chose qui est plus grand que nous et de nous dire peut-être que, devenons juste de simples apprentis. Et accueillons la route de l'inconnu. Et accueillons la route de l'inconnu.
Et on va bien voir ce qui va arriver. Oui. Mais soyons acteurs. Voilà, ça ne veut pas dire rentrer en méditation. Je ne suis pas quelqu'un qui médite. Non, c'est une action, mais vraiment, voilà, dans cette conscience où on co-construit, où on co-crée, où on change de rythme, où on arrête de courir juste après le profit. Merci beaucoup, Sabrina. Merci, François. À bientôt. À bientôt pour un autre échange. C'est toujours un grand plaisir. Super, merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, eh bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.